Bonjour à tous. Bienvenue au plus important salon professionnel en Suisse, dédié à la haute précision, notamment horlogère. Nous sommes à l'heure, enfin presque, montre en main, on va respecter. Nous sommes ici pour 1 heure ensemble. Vous êtes encouragés à revenir à tout moment, poser vos questions, interagir avec nos invités. Des micros sont à votre disposition. N'hésitez pas vraiment à intervenir tout au long de cette heure passée ensemble. Elsa Floret, journaliste, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui va vous aider à vous y retrouver dans cette jungle sur tous les labels ESG. Pour vous accompagner, 3 invités que j'ai l'honneur de vous présenter. Je commence par vous, Jonathan Normand. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le CEO de Bilab, Bilab Suisse. Bilab Suisse est une fondation d'utilité publique. C'est la branche suisse de Bilab, une ONG internationale que tout le monde connaît. Notamment, elle certifie les entreprises appelées les B Corp. Vous êtes mathématicien de formation. Vous avez travaillé une 12aine d'années au sein d'établissements financiers internationaux avant de créer un cabinet de conseil qui s'appelle Code Éthique en 2008, date à laquelle on s'est rencontrés. Donc l'éthique est une valeur durable pour vous, pour moi. Dès 2014, vous cofondez Bilab en Europe et vous dirigez Bilab Suisse depuis 2017 déjà. Laïla Pamingle. Bonjour Laïla, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la CEO d'EcoPark à Neuchâtel. EcoPark, une association à but non lucratif qui, depuis bientôt 20 ans, poursuit sa mission de concrétiser ce qu'on appelle le développement durable en milieu urbain. Vous avez fait une carrière d'ingénieur agroalimentaire avec une expertise dans les arômes et vous avez décidé de mettre vos compétences au service du développement durable. Votre implication dans le monde de la vanille a été une passerelle. Vous allez nous en parler un peu. Et vous avez repris la direction donc, de cette association EcoPark en 2017 également. Bienvenue. Merci. Yvan Colli, vous êtes le CEO de Mayday. Après une longue expérience dans la presse, puis dans la télévision, en tant que directeur général de Canal+ Suisse, vous avez choisi de vous diriger par passion vers la gestion d'entreprise, le développement d'affaires et l'accompagnement aux certifications ISO notamment. Bienvenue à tous les 3. Merci Elsa. Essayons, Jonathan, d'y voir plus clair dans cette jungle. Quelle est votre définition de l'ESG ? Alors, je pense qu'effectivement, la définition, on va dire primaire, est, pour le E, l'environnement, pour le S, le social ou le sociétal, et le G, la gouvernance. Puis peut-être en introduction, effectivement, ce n'est pas trop une question de jungle par rapport à des fournisseurs de labels ou de ratings. Je pense que c'est surtout un problème de grammaire aujourd'hui. Donc on voit effectivement l'ESG qui a été initialement beaucoup utilisé dans le monde de la finance pour définir l'impact ou du moins les effets de certains investissements en termes social, environnemental ou de gouvernance. C'est là qu'est né quand même ce concept avec dessous l'idée de pouvoir amener la performance du triple P qui est les personnes, la planète et le profit. Donc c'est un peu cette approche du triple bottom line. Et ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est au-delà des labels, je pense une question de grammaire sur la définition effectivement de qu'est-ce qui est attendu pour les investisseurs et attendu pour les entreprises. Quand on parle pour les entreprises, on parle plus de responsabilité sociétale. Je pense que c'est quand même un peu la grammaire juste qui va déterminer comment elle structure dans ses pratiques, dans sa stratégie, dans ses investissements, des actions qui vont répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et donc va les opérationnaliser. Donc la question initiale sur la jungle, je pense que c'est effectivement, on arrive à une étape maintenant de grammaire nécessaire et on a la chance pour cela d'avoir entre autres la taxonomie européenne qui est en train de se préparer, la EU taxonomie, taxonomie effectivement qui va permettre de décrypter qu'est-ce qui est une entreprise qui contribue positivement, socialement et environnementalement, et puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est un grand chambardement qui a été fait qui est mené par l'Union européenne et par des groupes d'experts, qui va complètement révolutionner les attentes auprès des entreprises et des investisseurs, parce que justement, on va avoir un dictionnaire commun, une grammaire commune pour trier un petit peu tous ces concepts et toutes les idées autour de la durabilité. Voilà, vous voyez, j'utilise le mot durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a aujourd'hui des grands cadres structurants
je m'arrêterai là, comme l'agenda 2030 ou les 17 objectifs du développement durable. Hein, c'est toujours bien de le mentionner. Ces cadres validés par 193 pays, gouvernements, avec aussi l'implication majeure des entreprises pour les conduire, ne sont simplement que la seule possibilité de faire survivre notre humanité. Vous voyez, l'enjeu, il est là. Donc si on part de la bonne grammaire de se dire pourquoi la durabilité, donc pourquoi les objectifs de développement durable, parce qu'on est en train d'utiliser toutes les ressources sur notre planète et on fait beaucoup de dégâts aussi au niveau sociétal, il y a beaucoup de crises sociétales, bah, tout d'un coup on se dit, est-ce que la question du label est importante ou est-ce que la question de ma stratégie de contribution est importante? Puis c'est un peu là que j'aimerais qu'on puisse creuser sur différents niveaux aujourd'hui. Très bien, on parlera évidemment de stratégie, de démarche, mais jungle ou pas jungle, effectivement, on peut jouer sur les mots. Il existe néanmoins plus de 240 métriques. Alors si on prend deux extrêmes, on a ISO d'un côté, hein, on peut avoir un reporting non audité de l'autre côté, et donc comment on navigue entre ces deux mondes, ces deux extrêmes, j'allais dire, composés de gouvernance, de collectivité, d'employés, d'environnement, mais surtout de modèles d'affaires à impact. Comment on navigue entre ces deux mondes, Jonathan? Alors effectivement, la question elle est-ce qu'on veut juste communiquer ce que l'on fait? Et donc là, on fait du reporting. Et donc là, il y a des cadres qui permettent de faire cela. Il y a la Global Reporting Initiative qui est un fournisseur de framework de reporting pour les engagements de durabilité et les engagements socio-environnementaux. Nous, c'est vrai qu'avec Bilab, ce qu'on a construit, c'est des frameworks de mesure d'impact et de la performance. Donc c'est un prisme différent. La bonne nouvelle, dans cette jungle de la grammaire, ou cette jungle des labels, on a co-initié avec un ensemble de partenaires internationaux, dont le UN Global Compact, dont l'OCDE, le PRI et une vingtaine d'autres d'acteurs, un projet qui s'appelle l'Impact Management Platform. Donc pour tous ceux qui voudraient aller un petit peu décortiquer cette grammaire et cette jungle, vous avez cette plateforme, l'Impact Management Platform, qui va vous permettre de trier ce qui est du reporting, donc ce qui sont des processus de reporting, ce que sont des processus de mesure d'impact, ce que sont aussi des acteurs qui font du rating ESG, plutôt pour l'investissement. Et ça permet en fait de trier un petit peu. Il y a une ressource qui est disponible. Vous avez un annuaire qui va vous permettre de trier selon certains critères tous ces fournisseurs ou tous ces frameworks qui sont disponibles. Donc c'est très intéressant parce que cette accélération qu'on voit aujourd'hui dans la clarification de ce que veut dire l'ESG, de ce que veut dire la RSE, de quels sont les frameworks, quelle est la différence entre une démarche ISO, système de management, quelle est la différence peut-être avec un framework comme le nôtre, le B-Impact Assessment. Et en fait, on se rend compte très rapidement que, un, déjà, elles sont complémentaires, et deux, que en fait, la vraie question, elle est sous-jacente. C'est en fait comment je travaille sur ma stratégie d'impact, comment je travaille sur ma stratégie d'affaires, comment j'intègre l'économie circulaire, les principes inclusifs dans mes opérations. Et donc là, en fait, on est quelque part très loin de ces cadres structurants. Ces cadres nous donnent des bonnes pratiques, donnent des pistes d'amélioration, des éléments de mesure. Mais j'aimerais juste dire à toutes les personnes présentes en ligne et présentes ici dans cette salle, il faut penser à la stratégie, à vos opérations avant tout. Ce n'est pas un système de management ou un processus qui va vous faire bien les choses s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas de volonté. Donc c'est vraiment de ramener aujourd'hui la RSE, l'ESG, là où ça doit être, à un instrument stratégique d'intégration de ces enjeux. Parce que comme vous le savez, il est nécessaire de les prendre en compte, les limites planétaires que je mentionnais, les crises sociétales, les attentes des nouvelles générations, les attentes des investisseurs. Vous nommez les consommateurs qui souhaitent des produits plus vertueux. En fait, quel est l'alignement stratégique d'intégration que vous allez avoir et comment vous allez l'activer? Et les différentes certifications qui existent, les différentes normes, vont vous aider à le faire. Mais elles ne vont pas remplacer la prise en compte et le démarrage stratégique. C'est ça. Et donc ça, on est assez content d'avoir écrit. Dernièrement, on a publié un guide que vous trouvez sur notre site web qui permet en fait de prendre en compte ces éléments stratégiques, qui est en fait le résultat d'un travail d'environ une dizaine d'années. On a travaillé avec près d'un millier d'entreprises, des PME, des plus grandes entreprises, et on a extrait quelque part quels sont les éléments de travaux stratégiques pour démarrer une vraie approche d'intégration qui soit cohérente et qui soit aussi crédible par rapport aux enjeux. Donc je dirais voilà,
les labels, oui, sont nécessaires, mais ne sont qu'un des blocs, où les standards ne sont qu'un bloc par rapport à la stratégie pour une entreprise. C'est ça, vraiment un vrai changement profondeur du modèle d'affaires est à mettre en place. Laïla, vous dirigez donc une association, on l'a dit, à but non lucratif. Votre rôle, il est vraiment de vulgariser l'information pour accompagner tous les porteurs de projets vers la durabilité. Cette jungle leur fait-elle peur ? Alors oui, la jungle, elle fait peur parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a tout le monde parle de développement durable. Il y a une réelle accélération de cette thématique depuis, je dirais, 4-5 ans. C'est de loin pas nouveau. Ça, c'est assez intéressant. On se dira, on en parle maintenant, mais je veux dire, le rapport Brundtland, c'est 87. Donc, je veux dire, on a quand même bientôt 40 ans qu'on a cette information, cette conscience là-dessus. Mais on voit vraiment que depuis quelques années, on a une réelle accélération. Et puis, ça fait peur parce qu'il y a une espèce de décalage qui existe. On voit des organisations, des entreprises qui ont déjà pris le pari de la durabilité depuis de nombreuses années, donc qui sont aujourd'hui, j'ose pas dire en avance parce que c'est peut-être pas le bon métrique, mais qui sont déjà passablement impliqués, qui ont déjà mené beaucoup de réflexions. Et puis, il y a énormément d'organisations qui sont en train de s'y mettre ou vont devoir s'y mettre. Et donc, c'est vrai qu'on arrive dans un environnement qui a déjà évolué. Donc ça fait un petit peu peur comme ça. Et comme le disait aussi Jonathan juste avant, il y a énormément de terminologie, il y a énormément de concepts. Donc ça ne facilite pas forcément l'envie d'y aller. C'est ça. Votre association a publié en 2021 un rapport qui recense près de 200 normes et certifications qui permettent d'évaluer la responsabilité sociétale et environnementale de ces entreprises. Donc voilà, 300 normes, il faut s'y retrouver. À quoi sert une certification de ce que vous observez sur le terrain? Alors, une certification, qu'elle soit, je dirais, en lien avec le développement durable ou autre, c'est avant tout une démarche de qualité. Alors, une démarche de qualité bien faite, elle a quand même le propos et l'avantage de questionner son entreprise, d'aller à travers ses processus, d'avoir un audit interne aussi et externe de notre façon de travailler et puis de pouvoir améliorer sa performance. Donc ça, c'est, je dirais, la base d'une démarche de qualité bien faite. Ensuite, lorsqu'on va vraiment regarder les approches plutôt en lien avec la durabilité, on va surtout s'intéresser à deux aspects qui sont très importants. C'est la compréhension et la mesure de ses impacts, et puis aussi ses relations avec ses parties prenantes. Donc c'est vrai que c'est travailler finalement sur ces deux aspects principaux, et c'est sans doute là quelle est, je dirais, la différence entre une approche, je dirais, d'une norme en lien avec la RSE ou alors une norme de qualité plus standard. Merci. Yvan, vous accompagnez, vous, les PME, mais vous accompagnez également des administrations publiques. Quelles sont les motivations sous-jacentes de ces entreprises dans leur démarche vers la durabilité ? Alors, comme a dit Laïla, je pense qu'il y a d'abord cette démarche de qualité. Et il y a beaucoup de petites PME, surtout dans le bâtiment, qui cherchent des certifications parce qu'elles font des soumissions publiques. Donc ça, c'est avant tout une démarche. On sait que dans une soumission publique, le prix n'est plus vraiment l'élément moteur et que des certifications type ISO et qu'entreprise ou Bicorp peuvent faire gagner ces précieux points. Et puis il y a ensuite une démarche effectivement d'amélioration, de fidélisation de ses collaborateurs. Beaucoup d'entreprises voient que leur marge diminue, les matières premières coûtent de plus en plus cher, donc elles essayent aussi de travailler sur leur productivité interne et puis de se donner des moyens, des outils, comme a dit Jonathan, de stratégie, que sont des choses assez basiques comme les SWOT, les analyses de risque, etc., pour faire cette démarche. Donc elles ont vraiment identifié leur intérêt et ensuite elles se lancent dans la démarche qui est relativement complexe. La démarche n'est pas franchement complexe parce qu'on part du principe que, en général, ces PME, surtout les administrations publiques, fonctionnent bien. On est surtout dans une culture orale, donc on essaie effectivement de passer un peu sur cette fameuse culture écrite. Et puis, la norme est nettement, enfin, les normes ISO sont nettement moins contraignantes que par le passé. Donc moi, j'aime bien dire que la norme dit quoi, mais dit pas comment. Et cette norme peut s'adapter aussi bien à une entreprise de peinture, d'électricité qu'à une administration publique comme Val-de-Bagne-Verbier, par exemple. Jonathan, après ce panorama et cette tentative peut-être de déchiffrage de ces normes ESG, zoomons sur le monde horloger. Combien de maisons horlogères sont certifiées Bicorp ? À ce jour, nous avons un acteur qui est en processus de certification qui s'appelle
ID Watch Genève, que je pense que certains d'entre vous connaissent, qui ont développé ce modèle de montre d'économie circulaire basée sur les principes d'économie circulaire. Donc une pépite dans le monde de l'économie circulaire, je pense, qui fait des émules et qui en fera beaucoup. Donc là, voilà, ils l'ont pu communiquer publiquement. Après, on travaille effectivement avec beaucoup de maisons horlogères, dont pour des raisons évidentes, je ne peux pas mentionner parce qu'elles ne sont pas encore certifiées, donc ce n'est pas public. C'est ça. Mais ce qui était intéressant en fait dans le travail avec elles, c'est effectivement cet aspect de définir le comment, le pourquoi. Je pense que tout le monde a compris les raisons de mettre en place des stratégies sociales, environnementales, de revoir les processus et de le mesurer. Je pense qu'on a passé cette étape-là, en tout cas au niveau des maisons, je ne dirais peut-être pas encore au niveau des sous-traitants. Mais justement, elles ont compris que dans leur stratégie d'alignement, elles avaient en fait clairement la possibilité de travailler pour elles, mais travailler aussi avec leur écosystème, leur chaîne de valeur. Et donc dans ce comportement nouveau qui est en fait de se dire, moi en tant que maison, j'ai des objectifs, mais pour arriver à ces objectifs, il va falloir que j'entraîne ma chaîne de valeur, mes fournisseurs, mes partenaires. On voit que certaines d'entre elles, qui sont présentes ici dans le salon évidemment, en fait nous ont sollicité avec nos programmes pour engager 50, 60, 100 de leurs fournisseurs à s'aligner avec justement des cadres d'objectifs, avec des objectifs d'amélioration et de pouvoir mesurer cela. Et donc, c'est intéressant, c'est que la recherche, la certification les a amenés en fait à un élément transformatif et d'engagement au niveau de leur chaîne de valeur, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc c'était un nouveau terrain et c'était très intéressant de voir ça, c'est que ce terrain en fait de collaboration leur a amené en fait plein d'idées, plein de mécanismes d'intelligence collective qui leur a permis de pouvoir en fait quelque part non pas simplement répondre à une grille et à des critères en disant bon bah voilà on a fait cela, on a fait ceci, mais de vraiment travailler sur une force de proposition commune, sur des nouveaux projets, sur des nouveaux procédés qui répondent aux objectifs de durabilité évidemment, mais quelque part aussi à ce besoin d'innover et de créer ensemble. C'est la co-création justement avec 50, 100, voire plus de fournisseurs. Voilà. Il faut les emmener et les embarquer dans cette démarche, ce qui fait que voilà, ça complexifie, c'est ce qu'on disait, ou en tout cas ça prend plus de temps, la démarche prend plus de temps, parce que tout le monde doit être C'est une démarche de aligné. transformation, c'est pas une démarche de réponse à des critères. Donc c'est vrai que quand on arrive à connecter cette stratégie, cette prise en compte de la chaîne de valeur, et qu'on arrive à identifier des leviers à valeur ajoutée, d'action collective, de co-création, d'innovation, et ben tout d'un coup, en fait, on parle un autre langage. On va dans la bonne direction, mais on parle un langage qui parle aux entreprises, aux PME, je pense spécifiquement en Suisse, mais un peu partout aussi, sur le fait que l'objectif, il est clair, et le comment, c'est surtout faire ensemble. Et l'entreprise qui pense qu'elle peut tout faire elle-même et donner des ordres à ses fournisseurs en disant vous devez répondre à ces critères sans leur donner des instruments d'engagement, elle a tout faux. On a vu plusieurs cas où ça ne marche pas parce que ce n'est pas la dynamique à mettre en place. Et peut-être juste un dernier point sur les donneurs d'ordre, parce que là on parle de grandes maisons ou de maisons d'une certaine taille qui engagent leur chaîne de valeur par rapport au marché public. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a des changements structurels qui ont lieu. Peu de personnes le savent. En Suisse, on a voté cette nouvelle loi sur les marchés publics en janvier 2021, qui, dans l'article numéro 2 de cette loi des marchés publics, pour vous donner une idée, c'est 41 milliards de marchés publics annuels. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit élément économique. On parle quand même d'un élément économique important. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'article 2 de cette loi mentionne de prendre en compte les objectifs socio-environnementaux. Tout n'est pas en place. Il y a une courroie de transmission qui doit se faire dans les cantons, dans les différentes administrations publiques, mais c'est intéressant pour les PME et pour, je pense, les entreprises de comprendre qu'il y a des éléments structurels qui vont, en fait, diriger dans la direction de la durabilité. Donc, voilà, mon message, il est la certification, c'est très bien. La dynamique de mouvement et d'objectifs communs, c'est encore mieux. En incluant effectivement les nombreux fournisseurs. Juste à titre de rappel, à ce jour, la communauté suisse compte plus de 80 entreprises Bicorp. Il y en a 120 en cours de certification, donc vous ne pouvez pas dévoiler les noms, évidemment, mais on voit qu'effectivement, on est en mouvement. Et certaines l'ont fait, donc voilà. Comme Givaudan ou Firmenich, par exemple, pour donner les deux noms connus. C'est de grosses entreprises qui souhaitent pouvoir donner en fait, l'information pour aussi peut-être donner un signal à d'autres acteurs. Un élan. Un élan. Au niveau mondial, voilà, 5000 entreprises sont certifiées.
Elle se situe dans 80 pays et 150 industries. Donc c'est bien au-delà de l'industrie qui nous concerne un peu aujourd'hui. Les labels les plus utilisés peut-être dans l'industrie horlogère, vous les connaissez, Jonathan? Oui, bon, il y a tous les labels, il y a toutes les normes techniques. On parlait des normes de qualité, on parlait des normes environnementales qui sont structurantes parce qu'elles définissent justement des processus et l'organisation de ces processus pour conduire des actions, qu'elles soient de qualité, d'environnement ou des normes beaucoup plus techniques. ISO, on en a une liste, je crois, assez conséquente et Leila pourra compléter, je pense, plus précisément là-dessus. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'effectivement, il y a des alliances globales ou d'autres certifications comme le Responsible Jewelry Council, Oui. donc qui est avec un focus très sur les chaînes d'approvisionnement, sur la traçabilité. Mais effectivement, pour l'entreprise, ce qui est difficile, je pense, c'est de travailler en fait avec ces éléments très sectoriels ou spécifiques qui vont être sur les droits de l'homme, qui vont être sur la chaîne d'approvisionnement, sur des questions environnementales, et de l'incorporer, de l'intégrer dans sa stratégie. Parce qu'en fait, c'est souvent en fait, une pression, soit du public, soit on va dire des régulateurs qui les poussent à aller dans ce type de certification-là ou de normes. Et en fait, notre idée avec B-Lab et notre proposition, en fait, c'est de reprendre le chemin d'intégration interne et de faire cette réflexion de l'alignement stratégique et opérationnel pour comprendre comment est-ce qu'on est en réponse à ces attentes. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'entreprise de demain est forcément durable, et si elle ne structure pas en fait cette démarche elle-même dans sa stratégie, avec ses parties prenantes, dans ses chaînes de valeur, de façon aussi crédible et robuste. Ça ne marchera pas. Voilà, et on a vu des choses intéressantes en Suisse. Vous avez vu que tout d'un coup, le régulateur suisse a pris le lead sur la traçabilité de l'or, par exemple, avec le soutien de la Swiss Better Gold Association, ce qui touche quand même pas mal, je pense, d'acteurs dans le salon aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir tout d'un coup que le gouvernement prend un rôle dans cet exercice-là. C'est aussi un élément structurel et ça nous montre que les choses sont en train de se structurer, de changer Le cadre par rapport à juridique. cette zone un peu de libre Grise. action où tout le monde pouvait faire un petit peu selon différentes normes, différents standards. Voilà, on voit que les choses commencent à se concentrer, Structuré. à se structurer et ça c'est un signal à prendre en compte, mais qui va apporter que des éléments positifs, forcément. Il y a vraiment une maturité qui s'installe. Là, on parlait beaucoup de pression du public. C'est une des parties prenantes, évidemment, dans cet écosystème. Quel rôle joue précisément le consommateur final? Existe-t-il une pression sur la motivation de ces entreprises à faire leur démarche RSE, peut-être particulièrement dans l'industrie du luxe qui nous intéresse aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on le voit dans l'industrie du luxe, c'est en train de venir. C'est peut-être pas je dirais l'endroit où la pression du consommateur est la plus forte. Ce qui est peut-être juste intéressant, c'est de se rendre compte qu'on est de plus en plus face à des consommateurs, je dirais, éclairés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus naïfs. On en entend beaucoup parler, ils commencent à avoir des questions, ils commencent à avoir des exigences. Alors, je le dis avec beaucoup de bienveillance, c'est des consommateurs qui sont éclairés, mais qui ne sont pas forcément experts. Donc, parfois, c'est des questions qui vont être, à l'inverse ou paradoxalement, un peu naïves. Mais ça force les organisations, les entreprises à se positionner, à être prêts à eux de pouvoir y répondre, et puis à questionner ses propres pratiques. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort. Dans les deux leviers, ou dans les trois leviers, on pourrait dire qu'il y a bien évidemment tous les aspects légaux qui sont en train de se mettre en place. Donc Jonathan mentionnait les marchés publics où on voit aussi une forte accélération là-dessus. Il y a les exigences de ses fournisseurs. Et puis, le troisième, ce serait vraiment ces clients qui commencent à, entre guillemets, à demander des comptes à ces entreprises, à ces produits, à ces biens de consommation. Et parce qu'ils sont curieux de savoir, en achetant tel et tel produit, quel est mon impact finalement. Et donc le greenwashing est challengé, est mis au défi. Le greenwashing individuel existe-t-il, Laïla? Oui, alors... effectivement, le greenwashing, c'est sans doute un mot qui fait terriblement peur. Ça fait extrêmement peur à beaucoup d'entreprises de dire quelque part, je préfère rien faire que d'avoir une espèce de mauvaise presse et qu'on va m'accuser de faire du greenwashing, etc. Alors, rapidement, je dévie, mais c'est peut-être aussi un des
je dirais, un des arguments pour toutes ces démarches de certification, quelles qu'elles soient, c'est qu'on se base quand même sur des normes, sur quelque chose de passablement concret. Donc on peut aussi, on s'appuie sur une communication qui est objective. Maintenant, quand je dis le greenwashing individuel, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que le développement durable est tellement vaste que individuellement, on a envie aussi de pouvoir réfléchir sur ses propres impacts. Et puis, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont porter une cause très forte. Alors, je peux les citer, hein, que ce soit l'avion, que ce soit le plastique, que ce soit l'emballage. Et puis, c'est très bien. Il faut encourager ces premiers pas. Hein. Surtout, on ne va pas faire marche arrière. Mais il faut être conscient que c'est extrêmement large. Et il faut surtout éviter ces espèces de réflexions d'effet rebond. Donc le côté, voilà, alors moi je ne mange pas de viande. C'est très schématique. Hein. C'est presque cliché ce que je dis, mais je ne mange pas de viande. Mais alors, du coup, vu que je n'ai pas mangé de viande, j'ai un crédit qui fait que je peux, à l'inverse, prendre 8 fois l'avion. Alors, c'est très, très schématique. Hein. D'un point de vue impact, ça se calcule différemment. Mais c'est ça que je veux dire des fois avec ce greenwashing individuel, c'est qu'on a des causes qui sont émotionnellement très fortes, très portées, et qui vont également se traduire dans les challenges qui vont être proposés du côté des entreprises. C'est quel est votre positionnement par rapport à l'éthique animale, par exemple, ou quel est votre positionnement par rapport à l'emballage. Et puis, à l'inverse, il faut toujours garder en tête que tous les pas sont bons à prendre, mais qu'on est quand même dans une réflexion qui doit être aussi globale. En tout cas, chacun cherche une certaine forme d'irréprochabilité, hein, et trouvera sa voie. Yvan, intéressons-nous aussi à cet aspect RH. Quel effet une labellisation ou une norme produisent-elles sur l'attrait de l'entreprise au sein des futurs employés, futurs collaborateurs? Alors, on va dire que pour les jeunes générations, je collabore avec beaucoup de cabinets d'ingénieurs, surtout les cabinets d'ingénieurs qui font des analyses d'impact environnementaux. Le salaire n'est plus la motivation première pour ces collaborateurs. Ils veulent être fiers et savoir si leur entreprise, qu'est-ce que fait leur entreprise justement pour le développement durable, pour cette planète. Est-ce que l'entreprise offre des possibilités de mobilité douce en abonnement demi-tarif ou autre? Comment l'entreprise envoie ses ingénieurs sur un chantier, par exemple. J'ai même eu le cas d'une entreprise qui avait mis un label, qui avait fait une petite centrale d'achat et qui avait labellisé des fournisseurs et qui achetait, on va dire, des enveloppes, des stylos, etc. pour l'entreprise et qui proposait à ses collaborateurs de pouvoir également acheter ces produits qui étaient certifiés suisses, etc., qui allaient dans ce sens. Donc, je pense que pour attirer des nouveaux talents, l'argent ne va plus suffire. Il faut effectivement que cette entreprise fasse cette démarche pour fidéliser ses collaborateurs. Le monde du travail devient assez dur, où on va vous proposer 200-300 francs de plus ailleurs. Mais si vous êtes justement assez fier de votre entreprise et puis qu'elle a un impact, non pas dans ses produits, mais son impact elle-même, de ce qu'elle produit, l'entreprise, de ce que ses collaborateurs font, c'est un bon argument pour fidéliser et attirer ses talents. Dans le secteur privé comme dans les marchés publics? Moins peut-être dans les marchés publics parce que les communes sont déjà très sensibles, vu qu'en général ces communes, quand elles font des soumissions, elles demandent à des entreprises d'être certifiées 14 000 éco-entreprises ou normées label, BILAB. Donc les administrations publiques sont assez sensibles et je pense qu'on n'est pas du tout dans la même démarche entre une administration publique et puis une entreprise où on a des jeunes cadres dynamiques qui arrivent. Donc restons dans le secteur privé, restons dans le domaine de l'horlogerie. Est-ce que vous constatez un effet domino? C'est-à-dire que dans certains secteurs, comme l'horlogerie, bien entendu, on a parlé de sous-traitance beaucoup, hein, et de centaines peut-être de fournisseurs. Les grands groupes se montrent de plus en plus exigeants vis-à-vis de tout ce monde de partenaires sous-traitants. Est-ce qu'il y a cet effet domino de l'attrait, en fait, de l'attrait d'un futur candidat qui serait fier peut-être de travailler pour un sous-traitant qui, lui, est engagé dans cette démarche pour une grande maison? Vous le constatez? Pas uniquement que dans l'horlogerie, mais effectivement, on a des gros groupes qui mettent la pression et qui veulent effectivement que les entreprises soient normées. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt des certifications, pas bidons, mais des certifications prétextes pour répondre à une demande d'un fournisseur ou d'un client. Je pense qu'une entreprise qui le fait de manière volontaire
avoir cette démarche non pas sous contrainte d'un fournisseur ou contrainte d'un client, c'est quand même un peu plus bénéfique. Jonathan, BILAB Suisse a initié, vous l'aviez mentionné brièvement lors du WEF à Davos cette année, ce que vous avez appelé le Swiss Board for Agenda 2030. C'est une alliance pour les conseils d'administration. Vous leur demandez de répondre à 4 exigences: modifier leur statut juridique, définir un plan d'action pour les objectifs, les ODD de développement durable, former les membres du conseil d'administration, en partenariat notamment avec l'IMD, et également participer à des actions collectives. On parlait d'attrait, d'image vertueuse dégagée par ces entreprises quand elles exercent leur démarche. Est-ce que cet attrait concerne également des entreprises au niveau du board, justement? Est-ce que c'est vraiment très, très important pour attirer des futurs candidats? Ouais, c'est intéressant de faire le lien aussi avec le recrutement des membres de conseil d'administration ou un futur CEO d'une entreprise, tout comme les collaborateurs. Effectivement, il y a maintenant des vrais processus de recrutement et d'alignement qui se font sur est-ce que je vais avoir des membres de conseil d'administration qui comprennent ces enjeux d'impact, de durabilité, et qui vont pouvoir venir contribuer dans la partie stratégique à la mise en œuvre, l'orientation, le développement de partenariats, ce genre de choses. Donc on est peut-être en rebond sur deux choses qui ont été précédemment dites. Il y a cette question en fait de mauvaise presse, de greenwashing. Bon, déjà, il y a un élément de complexité. On voudrait que tout soit simple, qu'on puisse tout dire, c'est blanc, c'est noir, c'est 0, c'est 1, à une approche un peu binaire. C'est vert, c'est pas vert. C'est vert, c'est pas vert. Voilà. Bon, les choses sont un peu plus compliquées que ça. On le voit souvent, que ce soit dans l'œil de l'investisseur, de l'œil de l'entreprise, du consommateur ou même du collaborateur qui va essayer d'identifier cette bonne entreprise qui contribue. Nous, au sein du mouvement Bicorp, on a vu aujourd'hui l'argument, ou du moins le bénéfice premier que nous disent notre communauté, les 5000 entreprises qu'on a dans le monde, c'est effectivement la rétention et l'attraction des talents. Première question aux entretiens de recrutement, que ce soit des cadres dirigeants ou des collaborateurs. Qu'est-ce que vous faites en termes de durabilité? Vous êtes Bicorp, donc vous avez une démarche structurée. Et ça nous intéresse parce qu'au moins on sait que vous avez une démarche crédible, structurée, et donc on ne va pas dans une entreprise où ce n'est pas clair, où les choses ne sont pas définies. Donc c'est assez intéressant en termes de levier. Le deuxième élément que je voulais rebondir par rapport à ce que disait Yvan, c'est aussi la question de quelque part du signal qui est donné des cadres dirigeants vis-à-vis des collaborateurs. Et plus on est dans des métiers techniques, plus ce message est compliqué en fait, et il se complexifie. Et on a mis quelque part des strates qui empêchent ce dialogue-là. Donc on a très peu en fait d'espaces d'échanges qui sont mis en place surtout dans les métiers techniques. Et ça, je pense, c'est ce qu'on appelle le dialogue des parties prenantes, le dialogue interne. Je pense que c'est vraiment un instrument fort qui peut amener à mieux cerner en fait quelque part les potentiels. Alors, pour faire le lien sur la question initiale, sur cette initiative qu'on a lancée à Davos, je pense qu'il est aujourd'hui primordial qu'il y ait un signal effectivement des gouvernements, mais aussi de nos entreprises par rapport à la direction à prendre. On n'est pas du tout dans les clous en termes de contribution pour les 17 objectifs de développement durable. On est clairement en retard par rapport à la limitation de l'exploitation des ressources naturelles. Et ça, c'est quelque chose qui touche forcément la communauté ici aujourd'hui présente dans ce salon. L'extraction des minerais, l'extraction des matières premières, on a dépassé les limites de ce que la planète peut accepter. Donc on a... Au mois de mai, je crois. Début mai. Voilà, il y a différentes dates, mais il y en a une au mois de mai pour la Suisse. Voilà. Mais quelque part, ce que je veux dire ici, c'est que notre proposition avec cette alliance et la proposition qu'on fait avec notre mouvement Bicorp, c'est de faire quelque chose de simple, qui est de changer les statuts juridiques. On parlait de stratégie, on parlait de label, on parlait de différentes choses. Quand on change les statuts juridiques d'une entreprise, il se passe quoi? Les statuts juridiques définissent les responsabilités fiduciaires des entreprises. Donc le conseil d'administration, ces 4 dirigeants, doivent suivre ce qui est inscrit dans ce permis de conduire. Et donc de le faire modifier et d'y ajouter la dimension sociale et environnementale, les attentes des différentes parties prenantes, change complètement le mode opératoire. Donc c'est ça un peu la nouveauté que nous on amène avec nos différentes on va dire, approches de changement. C'est de modifier comment l'opérateur économique se positionne par rapport à ses investissements, ses opérations, ses activités. Et ça, quelque part, c'est intéressant de l'entendre, quand on parle du license to operate, en anglais, donc mon permis de conduire pour opérer dans l'économie,
aujourd'hui ou hier, on vous demandait d'avoir un numéro TVA et d'être inscrit au registre du commerce, je vous l'assure, demain, on vous demandera d'avoir des statuts juridiques qui sont alignés avec ces objectifs socio-environnementaux pour être suffisamment pris au sérieux, mais tout aussi bien structurés pour prendre les bonnes actions, en fait. Ouais. C'est comme vous inspirez de l'entreprise à mission. Qui change les statuts L'entreprise à juridiques mission, en aussi. fait, c'est un peu inspiré de nous, on va dire plutôt les choses comme ça, mais ça, c'est Ok. pas grave. Oui. Nous, on a lancé en 2007 des créations de formes juridiques dans différents pays dans le monde qui s'appellent les Benefit Corporation. C'est vrai. Et, Mais ça et existe aux effectivement, États-Unis. on conduit ces travaux-là. On l'a fait en 2019 en Italie avec une nouvelle forme juridique, entreprise à mission suite à la loi Pacte. En France. Voilà, en France. La question, en fait, elle est intéressante aujourd'hui, hein, quand on pense que le régulateur va définir qu'est-ce qui est des bons secteurs. Hein, on parlait de la taxonomie européenne tout à l'heure. Hein, va définir ce qui est un bon secteur, ou une bonne activité ou une mauvaise activité. Ça, c'est très bien. Ça permet d'amener la grammaire et puis une définition. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va donner la pulsion, en fait, ou la dynamique. Et si on fonctionne que sur des cadres réglementaires ou sur des obligations, on est toujours en retard. Hein. On dit toujours, hein, la loi est toujours en retard. Et c'est ce qu'on attend des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles reprennent un peu le contrôle de définir ces nouvelles actions, de répondre à ces nouvelles attentes. Là, vous êtes dans la soft law. La soft law. Oui, mais parce que la loi dure, elle va arriver. Mhm. On le voit en Angleterre, on le voit un peu partout dans le monde. Cette redéfinition du rôle de l'entreprise est en train de se clarifier parce que justement, les pouvoirs publics, les gouvernements se rendent bien compte qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir agir et régler ce problème-là. Donc c'est vraiment dans les mains de l'économie et de l'entreprise que ça va arriver. Et donc les investisseurs, le rôle important qu'ils jouent pour alimenter cette transparence, alimenter cette dynamique. Yvan, parlons budget peut-être, parlons coût. Quel est le coût d'une certification ? Évidemment, en fonction de la taille de l'organisation en question. Donnez-nous peut-être quelques exemples. Alors déjà, il faut séparer les coûts de certification en deux parce que vous avez les coûts de l'organisme qui va vous certifier, SQS, SGS, ProCert, etc. Et puis vous avez des coûts éventuellement d'accompagnement à cette certification. Justement, je pense que pour les PME, ça me paraît illusoire et impossible de vouloir faire une certification à l'interne sans avoir une personne qui maîtrise les normes. Alors, je ne vais pas me soustraire à la question, mais on va dire qu'en moyenne, pour une entreprise de 30 personnes, je pense qu'une certification ISO 9001, 14001 éco-entreprise va coûter environ une dizaine de milliers de francs sur 3 ans. Parce que c'est des certifications qui durent 3 ans. Et puis l'accompagnement va être entre 15 et 20 000 francs selon la structure de l'entreprise. Donc contrairement à Bicorp qui a la bonne intelligence de travailler qui a des tarifs sur le chiffre d'affaires, effectivement ces organismes d'accréditation travaillent plutôt sur le nombre d'employés, sur est-ce que la société est multisite, je dois auditionner dans combien de comptants, etc. Vous pouvez prendre le micro, monsieur. Une question. Voilà, merci. Alors, si j'ai bien compris la question, c'était 3 ans renouvelables. Si vous voulez, vous avez une certification qui intervient pour 3 ans. Donc, en 2022, vous êtes certifié. 2023-2024, vous aurez des audits de suivi. Et 2025, vous aurez un audit de recertification. C'est un cycle de 3 ans. Une autre réaction peut-être, une question, un commentaire ? Ouais, monsieur au premier rang, merci. Le micro arrive. Bonjour. À Bruxelles, à l'Union européenne, il y a M. Samuel Furfari, qui est le président de la Société européenne des industriels et ingénieurs, qui pendant 40 ans a travaillé à l'Union européenne et a fait de grosses études sur l'énergie. Il a sorti 2 livres énormes et il a fait une conférence à Bruxelles il y a à peu près 15 jours sur le gaz, l'énergie. Et en fait, nous ne manquons pas de gaz dans le monde. C'est très étonnant. Mais d'après ses dires, c'est quand même un monsieur de la septantaine, nous sommes pris au comptant aujourd'hui avec le problème de Gazprom et d'autres choses, et du gaz venant de l'Est. Mais d'ici 1 an, d'après lui, nous allons revenir à des prix du gaz d'avant, de 2019. Parce que tous les contrats actuels de tous les autres partenaires dans le monde sont en cours principalement avec l'Asie. Et que les gens ne savent pas couper le contrat en cours.
Donc il manque, comme disait monsieur, je pense, il ne manque pas de gaz dans le monde ou de matières premières. Bon, c'est peut-être un peu différent le gaz par rapport aux matières premières, à l'or, au silver, etc. Mais d'après lui, il ne manque pas du tout de gaz dans le monde. Voilà, je voulais vous préciser ça. Ce n'est pas une question, donc. Merci. Une rectification. Jonathan. Alors c'est sûr que vous prenez un élément, la question étant pas tant est-ce que on va dire une énergie fossile telle que le gaz est suffisamment encore en abondance ou pas. La question c'est qu'en fait l'utilisation de cette énergie-là dans son mode de transport, dans son mode d'utilisation et dans les rejets qu'elle produit, voilà, il y a tout plein d'effets. Donc ça, c'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, des éléments qu'il faut prendre de façon holistique. Et puis le point que vous nommez, qui est intéressant sur la relation avec l'Asie, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais je ne pense pas que ce soit le but, c'est qu'il est intéressant de voir que cette dépendance énergétique, elle nous amène aujourd'hui à des vraies réflexions de redéfinition de relations entre les pays par rapport à des éléments beaucoup plus larges que simplement, on va dire, la fourniture sur une énergie primaire. Ce qui se passe en Ukraine, cette guerre désastreuse et horrible, nous montre bien que nos modèles de développement économique sont faibles parce qu'ils sont appuyés justement sur des usages et des ressources qui sont aujourd'hui fortement nécessaires, mais de l'autre côté, pas suffisamment en fait prise en compte pour être investi dans la transition. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait sur le greenwashing. Aujourd'hui, vous avez énormément d'investissements qui se font pour financer la transition des énergies. Et on va les critiquer, on va leur dire ça c'est du greenwashing parce que ça fait partie des énergies fossiles. Mais en fait, comment est-ce qu'on va traiter la transition typiquement et la financer surtout. Et la financer dans le temps. Et oui, c'est un peu ce qui manque toujours dans ces lectures et ces propositions, c'est qu'on prend qu'un bloc, soit de la ressource et de sa disponibilité, mais absolument pas de son utilisation et quelque part, comment est-ce qu'on peut la faire transiter vers des modes plus durables. Et c'est un peu cette complexité-là qui doit être adressée maintenant et l'Union européenne fait des énormes travaux là-dessus avec les groupes d'experts. Donc j'espère qu'on va arriver à connecter ces points ensemble pour arriver à des propositions qui soient jouables à l'aune, on va dire, d'un agenda humain qui est celui de 2030. Merci Jonathan. L'impact évidemment sur l'horlogerie au début, c'est qu'on se rend compte sur l'horlogerie et sur cette industrie d'approvisionnement dont on parle, pour revenir à notre sujet, et ses contraintes, c'est qu'également l'argent facile est terminé, l'approvisionnement va devenir de plus en plus compliqué, l'inflation des prix des matières premières et cette difficulté. Donc évidemment, ça devient effectivement... Pardon, excusez-moi. Non, j'ai voulu rajouter un tout petit peu parce que ce que vous disiez, par exemple le pipeline qui arrive jusqu'au nord de l'Italie, avec un petit prolongement de quelques kilomètres depuis le Tessin, il peut irriguer la Suisse entière. Mais seulement c'est le politique, c'est le rôle des politiques. On va faire une table ronde sur les pipelines. Ça sera intéressant et on aura une carte géographique qui nous le précisera. Revenons peut-être sur ces enjeux RH, sur ces enjeux de coûts dont on a parlé et peut-être un point sur l'importance de la formation. On a vu que c'était complexe à appréhender ces notions. La taxonomie européenne est là, essayer de clarifier ce qui est vert, ce qui ne l'est pas. Mais l'importance de la formation. J'ai vu que Bilab, par exemple, collabore avec 9 universités en délivrant des programmes qui permettent de former des étudiants, les faire travailler sur des cas d'études avec des entreprises, un moment très concret. Il y en a, je crois, 2800 à ce jour. Peut-être un petit commentaire du directeur du diplôme de management durable dispensé à la Haute École de Gestion de Genève, qui nous dit, qui observe en fait qu'aujourd'hui, 40% des candidats à la formation est en poste en tant que chef de projet RSE en entreprise, ou équivalent à ce titre, alors que par le passé, la majorité des personnes qui se trouvaient en situation uniquement de reconversion professionnelle. Donc là, on voit vraiment cette maturité qui arrive. Donc la formation, est-ce que la formation, ce que vous observez dans vos entreprises, est-ce que cette formation est prise en charge par les entreprises? Est-ce qu'il y a un coût, vous ne l'avez pas mentionné dans le coût de la certification, il n'est pas dedans, finalement, ce coût de reconversion professionnelle ou ce coût de formation? Est-ce que vous voulez nous dire deux mots, peut-être Yvan, là et là? Oui, alors je peut-être à titre d'anecdote, moi ça m'a fait sourire ce que vous avez partagé puisque c'est également mon cas. J'ai suivi cette formation et c'est vrai que j'ai vu une réelle évolution dans les personnes qui y participent actuellement.
peut-être juste quelque chose à dire, c'est que la volonté de se former, elle est très différente. Maintenant, on a aussi les collaborateurs. Schématiquement, il y a encore quelques années, la personne qui était en charge du développement durable, ça lui tombait un peu dessus. C'était en plus de soit c'était la personne qui était responsable de la qualité sécurité, soit c'était plutôt du côté du marketing, c'était tu nous feras aussi un petit peu le développement durable. Maintenant, c'est des vrais postes, c'est pris extrêmement au sérieux, et puis on se rend compte qu'il y a aussi ce besoin de mise à niveau. C'est aussi une demande très forte de la part des personnes qui portent ces postes, qui disent mais moi j'ai vraiment envie de le faire de manière tout à fait correcte. C'est juste un message que je voudrais faire passer. Aujourd'hui, on a parlé de cette complexité, de cette difficulté à s'approprier peut-être cette jungle des certifications ou toutes ces terminologies. Mais par contre, on a une quantité de matériel aujourd'hui qui est disponible, qui est très bien fait, que ce soit par les différentes organisations qu'on représente ou même par la Confédération, etc., qui est à disposition. Donc moi, je refuse d'entendre des gens qui disent « Ah ben, on ne sait pas ». Alors peut-être on ne sait pas où chercher, mais par contre, l'information, elle est là. Elle est là. Voilà. Un mot sur la formation, peut-être, Yvan ? Alors, effectivement, Elsa, comme vous avez dit, en général, les entreprises prennent en charge ces formations. Moi, je constate beaucoup de formations à plus-value pour l'entreprise. Voilà, si je prends typiquement un cabinet d'ingénieurs, il va faire en sorte que ces chefs de projet suivent des formations sur la valorisation des matériaux, béton recyclé, sur l'élimination des déchets, le transport des déchets dans des gravières ou autres. Donc, en général, voilà, je vois plutôt des choses qui sont à plus-value pour une administration publique ou pour une PME, plutôt que des formations classiques comme Leïla a suivi. Terminons cette table ronde et non ce débat et non ce questionnement qui ne fait qu'amplifier, bien entendu, en s'intéressant à la finance durable, où le débat porte vraiment sur une définition qui est jugée beaucoup trop large. Avant de m'adresser à la finance durable, peut-être une réaction de monsieur, une question. N'hésitez pas à prendre le micro, voilà. On vous écoute. Oui, merci. J'aurais juste voulu entendre en fait votre analyse, Madame Paming, je ne sais pas comment on dit, sur ce qui s'est passé avec le label RJC, parce qu'effectivement, il y a des grosses entreprises qui faisaient un peu la qualité du label RJC, qui viennent un peu de quitter le label suite au contexte, enfin avec des arguments sur le contexte de la guerre. Donc, est-ce que vous voyez ça comme un pas en arrière par rapport au RJC, et qu'est-ce qui va en fait le remplacer peut-être ? Alors, je ne crois pas que je suis habilitée à répondre à qu'est-ce qui va remplacer, mais peut-être ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'on disait avant, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus challengé sur ces choix et que même les labels, on pourrait dire ça comme ça, ne sont pas complètement rigides et fixés. On est, et je pense que, voilà, que ce soit Yvan ou Jonathan, les connaissent suffisamment bien. Tous les labels, en plus, déjà de un, il y en a passablement, et en plus, ils sont aussi amenés à se réinventer et à se mettre à jour. Donc, je ne vois pas ça comme une mauvaise nouvelle, je vois plutôt ça comme quelque chose qui dit que ça confirme le fait qu'on est dans un monde qui est dynamique avec le besoin de faire des choses de manière cohérente et correcte. Ouais. Pas toujours irréprochable, mais en tout cas, on s'en approche. Peut-être que ce label, voilà, et ces labels ne sont pas immuables. Alors peut-être pour un rappel, le JRC que vous mentionniez, monsieur, Responsible Jewelry Council, regroupe 1500 entreprises et fournisseurs dans le métier de la bijouterie, mais la joaillerie et l'horlogerie également, qui traversent effectivement une crise. Alors vous l'avez rappelé, la démission effectivement du producteur de diamants, en fait Alrosa, qui appartient en partie à l'État russe, qui a démissionné et qui était membre du conseil d'administration. Le groupe Richemont est également sorti de ce groupe en mars, mais peut-être pour une meilleure mouture, peut-être. Vous voulez réagir à ça ? Bon, je ne pense pas trop à la question d'une meilleure mouture. Je pense que le RJC avait un focus sur les chaînes d'approvisionnement et sur un certain nombre de parties de l'impact social ou environnemental, spécifiquement plus social, je crois. La question, en fait, elle est... Nous on l'a vécu avec Bilab. Qu'on a vu la guerre arriver en Ukraine, on s'est dit... Qu'est-ce que l'on fait en tant que certificateur, en tant que mouvement, pour envoyer un signal aux entreprises russes ? Non ? Plus qu'aux entreprises russes, surtout au gouvernement, leur dire, mais est-ce qu'on doit continuer à opérer notre mouvement et notre certification dans un pays qui ne respecte pas des principes de base ? Et donc nous, on a créé un moratorium très rapidement au tout début de
la guerre en disant voilà, on ne va plus certifier les entreprises, donc de nouvelles entreprises Bicorp, on ne va plus, on a questionné toutes nos entreprises qui avaient des opérations là-bas et on leur a demandé de définir des plans d'action concrets pour montrer comment est-ce qu'elles se retiraient de leurs opérations en Russie. Elles l'ont toutes fait. Elles l'ont toutes fait, elles nous ont toutes démontré leur plan d'action pour le faire. Et cette démarche-là, vous voyez, nous montre qu'aujourd'hui, la thématique du rôle de l'entreprise sur des questions de société, sur des questions humaines, de droits de l'homme, sur des questions de guerre, se retrouve confrontée à des choses dont elle n'avait pas l'habitude. C'est assez nouveau comme situation. Donc, je pense pas que ce soit les alliances, les certificateurs qui sont au centre de cette conversation. C'est qu'on voit qu'il y a une vraie attente de se dire vous continuez à opérer dans un pays qui mène une guerre sanguinaire et horrible, est-ce que ça vous semble normal? Est-ce que c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise? Et on voit que beaucoup d'entreprises ont réagi très vite, ont subi probablement aussi des pertes, mais que pour maintenir leur déontologie, leur éthique, leur alignement sur ces valeurs communes, après, vous les définissez comme vous voulez, mais quand même, la guerre étant un instrument horrible qui massacre beaucoup de valeurs communes, je pense, pour le développement de l'agenda humain, eh bien, elles ont pris le lead, elles ont pris ce leadership-là. Moi, je trouve que c'est exemplaire. On parlait du greenwashing avec les consommateurs, avec cette complexité, mais regardez ce qui arrive maintenant, aujourd'hui, vis-à-vis de cette guerre. C'est incroyable. On est en train de complètement, je pense, déterminer les attentes des entreprises, le rôle qu'elles jouent par rapport à ces questions-là. Donc, je ne répondrai pas à la question du RJC directement parce que je ne suis pas habilité à le faire et je pense qu'ils auraient pu, ils pourraient le faire eux-mêmes. Mais oui, effectivement, on attend plus simplement que des entreprises fassent un joli rapport. On attend que dans leurs opérations et dans leurs actions concrètes, ça se reflète. Et de continuer à faire des affaires dans un pays comme la Russie qui mène une guerre, et ce n'est pas contre les Russes, ce n'est pas contre les entreprises russes, c'est un gouvernement qui instrumente son pays pour faire la guerre, eh bien il est sanctionné et l'entreprise peut jouer un effet. Vous parlez de la finance tout à l'heure, on est au tout début des sanctions financières sur la Russie, et c'est là où ça fait mal, on le voit bien, c'est là où ça peut mener des effets. Ouais. Il y a un sixième pack en fait, de sanctions contre la Russie. Je voulais revenir effectivement sur la finance et faire ce parallèle avec le monde horloger. Cette finance durable qui finalement, avec un chiffre récent, selon Swiss Sustainable Finance, SSF, le marché suisse des placements, on en a parlé, qui respecte les critères ESG, s'est accru de 30% en 2021. C'était déjà le cas en 2020. Et finalement, ce marché atteint 2000 milliards de francs en 2021. 2000 milliards de francs en 2021, c'est un domaine qui est un des plus dynamiques, en fait. À l'échelle mondiale, d'après Bloomberg, on est à 40 000 milliards de dollars investis dans le monde selon les critères ESG. Le monde horloger se trouve-t-il face à des risques similaires, vous pensez? Puisqu'on a vu un certain nombre de cas où l'entreprise, où les fonds de placement qualifiés d'ESG ne l'étaient pas dans la réalité. Est-ce qu'on arrive avec des risques similaires pour le monde de l'horlogerie, vous pensez? Moi, je peux faire un premier retour. Je pense qu'il est intéressant, c'est que, vous voyez qu'on vous dit qu'il y a 40 000 milliards. Hein, donc, il y a combien d'actifs en circulation dans notre économie? Il y a environ 92 000 milliards d'actifs, hein, donc d'argent en circulation dans notre économie globale. C'est le double. C'est un peu plus du double. Ouais. Donc déjà, pour avoir initié le proposons. Donc c'est intéressant. L'ordre de grandeur est Maintenant, énorme. le problème, c'est que le filtre ESG, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est très large. Trop large. Et comme la grammaire, elle n'est pas définie, ben on est ce qu'on appelle la soupe de l'alphabet. Ça veut dire que chacun, il va de sa petite nomenclature, de sa taxonomie, définir les choses comme il le veut. Donc qu'est-ce qui est réellement avec un impact positif pour la société, pour l'environnement, pour l'humain au sens large, je pense que ça amène à réfléchir et je pense qu'on n'y est pas. La réalité nous montre tous les jours que c'est complexe d'analyser cela. Donc il faut aussi ramener les choses dans leur réalité. C'est complexe, on n'a encore pas tous les instruments pour le faire. Et deuxièmement, il y a en fait maintenant une vraie thématique dans l'investissement responsable qui est mal adressée, qui est de déterminer ce qui est un investissement avec un impact positif direct et ce qui est un investissement avec un impact de transition. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a le bon et il y a le mauvais. Il va falloir qu'on fasse transformer nos industries, transformer nos chaînes de valeur, transformer nos procédés énergétiques. Donc il va falloir financer cette transition.
personne n'adresse vraiment cela parce que c'est compliqué. On Et l'adresse comme ça- avec les exclusions ou les best in class. Il y a un certain Bon, nombre les de choses. exclusions, mais- ça c'est facile Voilà. effectivement, de financer Oui. l'armement, la pornographie, les jeux en général, ou Les voilà, fossiles. le tabac, l'alcool, des choses dont on sait que ça fait du mal à la santé. Bon, on peut se poser, c'est basique. Mais pour financer la transition, on parlait tout à l'heure de l'énergie, voilà. Est-ce que financer un pipeline, financer une infrastructure énergétique pour lui permettre de faire sa transition, ce n'est pas là. Ça mène des vraies questions. La vraie question. Et le grand public ou Ah. l'observateur va s'y perdre forcément parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Avant de donner encore la parole au public, Laïla ou Yvan, vous vouliez réagir sur la question de cette finance? Peut-être juste pour compléter, est-ce qu'il y a un risque? Ma foi, oui, il y aura toujours un risque. Mais je pense que le message, la hauteur qu'il faut prendre par rapport à cette thématique, de se dire que lorsque l'on met en marche, lorsqu'une entreprise se met en marche par rapport à ces réflexions de durabilité et que c'est bien fait, donc j'insiste, que ce n'est pas un alibi, il y a ce vrai échange avec ces parties prenantes, il y a cette compréhension fine de ces impacts. Ça permet de réagir. C'est pas, on va jamais être exposé à un risque zéro. Par contre, c'est s'y préparer. Et je pense que c'est un peu l'exemple que tu donnais avant avec certaines certifications qui étaient dans ce contexte russe un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dialogue qui se met en place. Il y a un dialogue constructif et on trouve des solutions ensemble. Donc ça, je pense que c'est sans doute un message qu'il faut retenir, c'est ce dialogue avec les parties prenantes, il n'est pas alibi. Il est pour avancer et c'est aussi pour mieux réagir collectivement. Et la deuxième chose que je voulais aussi partager par rapport à ça, c'était appuyer cette problématique par rapport à la complexité. Et donc moi, je reste quand même optimiste à dire, mais il faut y aller, allons-y, même si c'est peut-être de manière imparfaite, parce qu'on construira ce dialogue en chemin. Et de toute façon, on le voit, les organisations, les entreprises qui ne font rien vont se retrouver gentiment coincées Dans une impasse. entre les attentes qui sont en train d'arriver et puis l'immobilisme. Donc, autant y aller, quelque part, apprendre en chemin. Et c'est perfectible. Et puis, avoir un petit peu cette approche-là. Merci. C'est Yvan, un une super réaction? point. C'est un super point. Juste que Léla mentionne, c'est que aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, on a une communauté quand même internationale. On a 300 000 organisations qui utilisent nos outils. Donc, ça nous donne un peu des informations pour mesurer leur impact social, environnemental. Donc, ça nous donne un peu des informations sur des comportements, sur des attentes. Et ça appuie complètement ce fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on attend de l'entreprise qu'elle explique sa stratégie, ses actions, peut-être même les difficultés qu'elle rencontre, de façon claire, transparente, et quelque part c'est ce qui est attendu. La charge de la preuve. Le côté de la communication, oui on est génial, regardez on fait tout ça de bien, ainsi de suite, puis qu'on cache un petit peu les éléments complexes et on va dire difficiles à adresser, c'est fini. Donc il y a vraiment une nouvelle attente de donnez-nous l'information de vos enjeux, des difficultés et comment vous les adressez. Il y a une exigence de transparence, vraiment. Voilà. Mais de transparence, pas sur ce qu'on fait que de bien. Oui. Sur aussi comment est-ce qu'on adresse On ces le prouve. challenges. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on voit dans notre communauté globale, où il y a cette maturité qui est en train de venir. Et je pense que l'entreprise, globalement, elle est assez mal préparée à ça pour l'instant. Donc ça doit vraiment devenir des discussions fondamentales et stratégiques pour l'entreprise pour éviter justement le risque de déconnexion sur certains marchés ou sur certaines attentes. Merci. Une dernière question et ensuite on va conclure. Monsieur. Concernant la finance durable, le nucléaire, c'est zéro émission, ça comme vous le savez. Il y a de nouveaux projets nucléaires en France, dans certains pays asiatiques, la Chine, etc. Comment vous situez-vous par rapport à la finance durable, étant donné que, par exemple, l'Allemagne n'a plus de centrale nucléaire, elle est coincée avec son gaz, et c'est un pays industriel. Donc, comment situez-vous la finance durable par rapport au nucléaire? C'est très important, ma question. Jonathan, tu veux répondre? Ouais. C'est la transition. Alors, il y a des grandes réflexions qui doivent être menées, des grandes recherches pour effectivement comprendre. En fait, je vais répondre à votre question différemment. Si nous étions capables et nous investissions pour traiter les déchets nucléaires au mieux, il y aurait sûrement des pistes à continuer à explorer, peut-être avec le nucléaire. Je ne suis pas un pro-nucléaire, mais je pense que si on doit réfléchir effectivement aux urgences typiquement, et je pense qu'il y a des très bons travaux de Carbon 4 en France qui font ça. Avec M. Jancovici. Avec M. Jancovici, je pense qu'ils ont fait des Qui est recherches assez pro-nucléaire abouties. aussi, lui. Je ne sais pas s'il pro le nucléaire, mais il y a des vraies réflexions de se dire, indispensable, ouais. dans une période de temps où on doit limiter les émissions
pas que de gaz à effet, des émissions de gaz à effet de serre, mais pas que les émissions de carbone, hein, les émissions au sens très large. Est-ce que c'est une alternative? Ça pourrait l'être de ma part, et on pourrait trouver des moyens d'investissement pour s'assurer aussi qu'au-delà de créer des infrastructures nucléaires et donc d'avoir du potentiel énergétique nucléaire, on sache aussi correctement traiter les déchets. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un désastre. Le traitement des déchets nucléaires est un désastre, et c'est pour la raison pour laquelle on démantèle ces structures-là. C'est qu'on a... Mais quand vous parlez de la finance, et c'est là où c'est intéressant, quel est l'investissement qui est mis sur les technologies et sur les traitements de déchets nucléaires aujourd'hui? Qui c'est qui a ce chiffre? Moi, je ne l'ai pas. Hein. Et voilà, et là, on commence à répondre au bout de... Et donc, quel est le rôle de la finance là-dedans? On commence à l'identifier. On sait que ça se chiffre en milliards, et on sait qu'effectivement, les investissements ont été ralentis ces dernières années. Hein. Et là, la France, typiquement, a fait un choix pour 2030, mais je ne sais plus combien sont les chiffres, mais c'est des milliards à mettre en place pour cette transition qui ne sera pas vraiment une transition, puisque ce n'est pas avant 2030 ou 2035. Merci en tout cas pour ces questions qui ont élargi le débat largement, mais effectivement, toutes ces questions sont importantes. Je finis sur une petite touche aussi qui va vous faire peut-être réfléchir. La Suisse a été doublée dans le dernier classement de la compétitivité mondiale, qui est une des fiertés, un joyau suisse, qui est publié ce mercredi par l'IMD. Le nouveau pays, vous l'avez peut-être suivi, le plus compétitif du monde, c'est le Danemark, qui fait notamment la différence par ses efforts sur la durabilité. Voilà, à bon entendeur. En tout cas, merci de votre attention. Merci à vous trois pour cette intégration et cette réflexion, cette co-création. Merci à vous tous et bonne journée. Merci. Elsa. Merci à vous tous.